tous les ors à l'automne, tous les verts au printemps, la Franche-Comté, sans son manteau blanc de l'hiver, est le royaume de la nuance. Gustave Courbet, franc-comtois de naissance, a saisi la délicatesse de cette palette riche en pigments. Né sur les bords de la Loue, il a décrit avec passion son pays et ses habitants. Au sud de l'Alsace, voisine de la Bourgogne, frontalière de la Suisse, la Franche-Comté s'étale. Des plaines de la Haute-Saône aux montagnes sauvages du Jura, la nature est souveraine. Partout, en tout, elle s'impose. Avec force et conviction, quand l'eau se présente en cascade brillante, avec une discrétion quasi mystique quant au détour d'un vallon désert ou d'une forêt profonde et mystérieuse, vous rencontrez un lac immense et solitaire. Le silence vous prend, la lumière est étrange, la réverbération sacrée. Il y a simplement un homme face à la nature, une divine impression de vie. Comme par miracle, la Franche-Comté a su s'épargner les migrations touristiques sauvages. Peut-être le seul endroit en France où la nature majestueuse est restée vierge. La nature géologique a multiplié les failles, les gorges, les cirques, l'eau ruisselle, la pierre s'affirme, la végétation s'exhibe. Mais ne croyez pas pour autant que les Francs-Comtois passent leur temps à contempler, à remercier le ciel d'un si plaisant pays. Manœuvres, paysans, vignerons, artisans ou col blanc bien sûr, le Comtois est à l'image du climat rigoureux à souhait, rude et fier, comme ces paysans du XVIIIe qui se faisaient enterrer la face contre le sol pour témoigner de l'aversion que leur inspirait encore la conquête et la domination de Louis XIV. Alors laissons-nous faire, partageons la cancoyote, cette pâte de fromage très goûteuse, qui sent fort. Buvons le vin d'Arbois dont il paraît que plus on en boit, plus on va droit. Fêtons les Francs-Comtois avec Rouget de Lille, né à Lons-le-Saunier, comme votre serviteur, Pasteur ou les ouvriers de Sochaux. Partons en Franche-Comté, découvrons les villages et les gens du Doubs et de la Haute-Saône. La Haute-Saône est dans la région de la Franche-Comté, vieille terre chargée d'histoire, pays des eaux vives, des cascades et des lacs. Située à la frontière sud du département, entre Dijon et Besançon, nous allons découvrir Pem, une magnifique cité anciennement fortifiée. Nous irons ensuite à Fresnes-Saint-Mamès, un joli petit village qui honore au travers d'une fête médiévale deux des plus vieux arbres de France. Mais laissons-nous tout d'abord porter par l'Ognon, cette calme et magnifique rivière qui nous conduit à Pem. Alors l'origine du nom du village, c'est un peu une énigme, dans le sens où il n'y a pas un autre seul village en France et dans le monde entier qui s'appelle Pem. Et Pem, c'est un adjectif du vieux français qui veut dire farouche, très farouche même. Donc est-ce qu'il y a eu un seigneur du lieu qui a mérité ce surnom de farouche, de méchant, d'infernal? C'est très possible quand on voit la forteresse qu'est Pem. Donc cette explication est plausible. Mais il y en a d'autres, Les autres sont plus méchantes pour les voisins, dans le sens où à côté de Pem, il y a un petit village qui s'appelle Malan. Et les vieux Pémois disaient Malan, Malus, les mauvais, et Pem, Pesmis, les pires. On ne sait pas à partir de quelle période Pem est fondée. Très vraisemblablement à partir du 9e ou 10e siècle. Il ne faut pas oublier que Pem, c'est la frontière entre la France et la Franche-Comté, c'est-à-dire entre la France et l'Empire. Donc Pem va prendre toutes les invasions. À chaque invasion, Pem a été conquise, enfin pas toujours, mais souvent conquise, démolie, rasée, brûlée. Alors, les curiosités du village, c'est surtout l'église. Et c'est l'église avec cette chapelle d'Andelot, qui est une des chapelles Renaissance sans doute les plus prodigieuses de France. Les experts reconnaissent que cette chapelle d'Andelot, c'est un miracle d'architecture. Pas très catholique, mais c'est un miracle. Les Pémois ont toujours eu au travers de l'histoire une farouche volonté d'indépendance. Aujourd'hui, ils ont conservé le même attachement que leurs ancêtres pour leur terroir et leurs traditions. C'est dans cet esprit que M. Martin aime à dire une racontote, ces histoires du pays que l'on contait autrefois à la veillée. Un jour, les habitants, je ne dirais pas de quel pays, c'est pas ceux de Pem, se sont aperçus qu'il y avait du chaume sur le toit de l'église. N'est-ce pas, du chaume, de l'herbe, hein, du diète. Et ils ont dit, on ne peut pas laisser l'église comme ça. Et alors, à ce moment-là, ils ont dit, oh bah tiens, une bonne idée, on va monter une vache.
Comme ça, elle va manger de chaume. Alors, il y a un gars qui est monté au-dessus, il a mis une poulie, il a mis une corde, on a fait un nœud coulant, on a attaché le nœud coulant autour du cou de la vache, et on a tiré. Et alors, cette pauvre vache, elle montait là au-dessus, et les gens disaient ah ben, je ne dirais pas à toi quand même, ben, regarde donc, cette bête, si elle est contente, elle tire déjà la langue. Voilà une raconte rapide. Alors pourquoi il y a des forges à Pem et l'importance de ces forges? C'est donc surtout pour ramener du monde dans Pem qui a perdu 60% de sa population pendant la guerre de 12 ans. Tout le monde, dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui est venu travailler là. Un parrain, un grand-père, un oncle, une tante, même un frère, et même certains habitants de Pem ont travaillé là, il y en a encore quelques-uns. Bon, maintenant ça diminue, c'est vrai qu'on ne les retrouve pas toujours, mais il y a les forges de Pem, c'est le patrimoine de Pem. Et ça, nous y tenons, et moi en particulier. Au XVIIe siècle, et plus exactement en 1660, il était créé ici une industrie. C'était une fonderie. Parce qu'on avait découvert dans les terres de Pem et des environs un minerai sous-jacent. Il y avait à proximité la rivière pour le laver et en même temps procurer la force motrice et d'autre part le bois qui faisait l'énergie pour faire fondre le minerai. Et on en sortait un métal qu'on appelait du fer. C'était une espèce de fonte, mais c'était les premiers boulets de canon qui ont été coulés ici. Les forges de Pem sont réputées pour la qualité de leur fer de tout temps. Et puis, il ne faut pas oublier que plus récemment, en 1990 ou 93, je ne sais plus exactement, les forges de Pem fabriquent des piolets. Et ces piolets sont réputés pour être les meilleurs du monde. Et les piolets des forges de Pem vont gravir la Napurna, vont courir un peu le monde. En se promenant dans ce merveilleux village, on a l'impression que chaque maison, chaque mur a une histoire. Monsieur Martin nous raconte celle de la porte Saint-Hilaire. Là voilà, c'est une des 6 portes de la ville, mais qui elle est restée en l'état. Elle était fermée par un pont-levis, une herse, et un pont-levis. Et alors, quand les troupes de Louis XIV sont venues, la première conquête, ils sont arrivés là avec une charrette de foin, n'est-ce pas? Et puis ils ont demandé à rentrer, ils étaient habillés en civil, bien entendu, et on les a fait rentrer. Et puis, une fois qu'ils sont rentrés, eh bien, du foin sont sortis des soldats en armes de Louis XIV. C'est comme ça qu'ils ont pris la ville. C'est vrai qu'une des autres particularités de Pem, c'est ce qu'on appelle ici l'équipe du jeudi. C'est-à-dire que c'est une équipe de bénévoles retraités qui sont tous de très très bons spécialistes. Vous avez des menuisiers, des ébénistes, des électriciens. Et ces bénévoles sont une équipe qui se réunissent le jeudi, d'où le mot équipe du jeudi, et travaillent au fleurissement de Pem, à la réparation de certains locaux communaux. On nous appelait les JCBDJ pendant un moment, non? Les joyeux compagnons bénévoles du jeudi. Parce que on n'est pas triste, évidemment. Là, on est là tous les jeudis matins. Non. Au début, à le 9h, on est maire là. appelait le club du jeudi. Non, le club, c'est pour s'amuser. Oui, l'équipe, c'est pour travailler. Voilà. C'est l'équipe du jeudi. On va aussi bien travailler pour la commune que pour le syndicat, que pour la paroisse, que pour... voire même des particuliers. Sauf des particuliers qui nous prendre demandent. le travail des artisans. On essaie de ne pas prendre le travail des artisans, voilà, de ne pas faire de travail au noir. C'est ce qu'on... Il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. On n'accepte pas de chef. Il n'y a pas de chef, non, parce que... On décide entre nous, on discute entre nous, mais il n'y a pas de chef. Il y a pas un chef, il vient un dictateur un jour ou l'autre, c'est pas la peine. On n'accepte pas le chef. La formule des compagnons, ni se servir, ni se servir, servir. Hein? Faut y aller. Le moment. Allez, c'est pas le tout, mais faut y aller, parce que si on n'y va pas, on va rien faire. Bon, bon, ben ça. Mettez la terre dedans. On les laisse là ou qu'est-ce qu'on les descend?
comme si vous diriez, trois pères et fils, mais ensemble. Très bon. Tous des frères. Moi, d'avoir 20 soldats maintenant. Il y a même le petit pot là. Voilà. Les grands formaient 4. 4 machins au milieu. 4. Et puis les machins au milieu. Ben non, moi tu vois. Il y a un petit coup dessus quand on termine. C'est ce qu'il fait. Dans ma jeunesse, j'étais paysan. Alors, automatiquement, on sait faire la terre. Mais j'ai fait 20 ans de marinier. Puis maintenant que je suis en retraite, ben, je fais ça. Enfin, oui. Et on est très connus au pays. Ça, c'est un... Non, puis le site le mérite quand même. Hein. Oui. C'est un joli village quand même. Tu sais, des terres comme ça qui ont traîné. C'est une équipe, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'équivalents en France, d'équipes comme ça. Ah, ils rendent un service terrible à la mairie, hein. Allez, ils abattent du boulot, hein. Mais alors uniquement le jeudi matin. Ah, c'est absolument gratuit. C'est bénévole. Eh ben, ne leur parlez pas de leur payer quelque chose, je ne serais pas content. Hein. Non, ils sont bénévoles. Pour la plupart, pas tout le monde, mais pour la plupart, on se retrouve, on est allé à l'école ici. Depuis tout gosse, on se retrouve après, quand on s'est retrouvé en retraite, on a dit tiens, il faudrait quand même qu'on ait des occasions de se revoir, puis ça nous a fait un but en même temps, se rencontrer. Puis alors, dans toutes les soirées, dans tous les trucs qu'il y a, en général on participe, hein, avec nos femmes. Bon, c'est soit les maris, soit les femmes qui sont allés à l'école ici, oui. On se retrouve comme ça, quoi. Ouais. C'est tous des origines de peine, en général. Ah oui, je m'en fous. La main, elle est même toute neuve. Il cherchera. Moi, je sais pas, les gars, mais il y a l'heure qui s'approche, là, non? Oui. Mais dis-moi bien. Non? On va boire le verre de l'amitié? Edmond. Laissons nos amis de l'équipe du jeudi et rejoignons les 500 habitants de Fresnes-Saint-Mamès qui préparent aujourd'hui une journée toute particulière. Ce village a le privilège de posséder 2 tilleuls extraordinaires, vieux de près de 700 ans. Pour les honorer, les villageois ont décidé de recréer autour d'eux une grande foire médiévale. L'occasion de faire redécouvrir tous les anciens métiers de la région dans une ambiance moyenâgeuse. Ce matin, Monsieur Mariotte, l'ancien meunier de Fresnes-Saint-Mamès, est en retard. Avant la messe qui ouvrira les festivités, il doit conduire ses chevaux au maréchal Ferrand, qui a repris pour cette journée son ancienne activité sur la place du village. Eh bien, je voudrais courir, moi, pour me dégager, pour arriver à cette heure. Pousse d'avoir ma jument, ça dans tes mains, elle va partir, voilà. Voilà, vas-y, salut. Aujourd'hui, c'est la fête à Fresnes-Saint-Mamès, la fête du patrimoine, la fête de notre histoire, de 349 à 1453. Les 2 tilleuls les plus vieux de France, 556 ans, méritaient bien une foire médiévale en leur honneur. J'ai été appelé un soir par les pompiers, comme quoi il y avait le feu dans un tilleul. Parce que les tilleuls sont très gros, hein. C'est des tilleuls qui font 8 mètres de circonférence, hein. Et donc ils sont creux à l'intérieur. Alors les enfants, au moment du 14 juillet, avaient donc mis des pétards à l'intérieur des fûts. Et tout à coup, le feu a pris, ils ont circonscrit l'incendie.
Et on les a tout de suite, on les a soignés, on les a nettoyés, on a fait venir des spécialistes. Et puis cette année, ma foi, ils ont refait des feuilles, donc ils sont sauvés. Ce patrimoine que nous ont légué nos ancêtres est précieux et fragile. Il doit être animé d'une volonté culturelle, sentimentale. J'ai dit par la suite qu'on ferait une fête autour de ces arbres qui valent quand même le coup, puisque c'est quand même... et on a dit on fera une fête médiévale. Quand on était gosse, on grimpait dans les tilleuls, on allait jusqu'aux branches maîtresses par l'intérieur des tilleuls. On avait entre 5 et 10 ans, puis on grimpait dans les arbres, dans l'intérieur. Pour faire une fête de cette importance, il fallait quand même du temps et surtout réunir toutes les bonnes volontés du pays. Aujourd'hui, le patrimoine, c'est quelque chose d'important pour les habitants. C'est un patrimoine quand même sérieux, puisque c'est des arbres et qui sont vivants. Donc, si vous voulez, ça a mobilisé tous les gens de Fresnes-Saint-Mamès. Elle a été restaurée, c'est une ancienne calèche d'un agriculteur du village. Le propriétaire, il s'appelait le Pamon. C'est pour ça qu'on a appelé la Pamonne, quand il en a fait don à la commune. Voilà. On en a une autre aussi, une grosse, c'était un marchand de calicot, de tissu, c'est pareil. C'est un homme, un ancien du village, qui faisait la vente de tissu avec une calèche. L'autre, par contre, elle n'a jamais été transformée, elle est d'époque. Qu'est-ce qu'avec le machin, tu ne pourras pas la gonfler. Allez, Allez. On retrouve aujourd'hui un sentiment, c'est-à-dire ancien des vieux métiers qu'on voudrait se rappeler, qu'on voudrait revoir, etc. Et qu'on aime bien voir fonctionner de temps en temps parce que, véritablement, qu'est-ce que vous voulez, c'est des métiers qui sont abandonnés parce que c'est l'ère industrielle, quoi. Je vais aller chercher mon appareil photo. Tu commandes le soleil. Ça n'existe pas au Moyen-Âge, ça, encore. Vous avez la fileuse qui va venir aujourd'hui. La fileuse ne fait plus, si vous voulez, bon, on file plus à la... Mais en réalité, c'est des gens qui, chez eux, entretiennent le métier pour la bonne raison, c'est qu'ils filent parce que ça leur plaît, parce que c'est quelque chose de leur grand-mère, de leur père, de leur arrière-grand-père, etc. Il n'y a rien d'aussi drôle à Chongri, dall'oli fermenti, vertagli la Chongru. Il n'y a rien d'aussi drôle que nos chieurs de l'eau, que nos chieurs de l'eau. Et à droite, prends la droite, à gauche. Et à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. L'époque médiévale, c'est dans le temps, si vous voulez, à l'époque médiévale, il y avait des oies. Et puis bon, à la place du chien, c'était un homme qui gardait les oies, mais là, on a l'avantage d'avoir le chien qui aide l'homme à garder les oies. Faire connaître son métier et partager son savoir, c'est aussi le but de Monsieur Mariotte, qui pendant 60 ans a fait tourner le moulin à eau de Grecourt, juste à côté de Fresnes-Saint-Mamès. Aussi vieux que les deux fameux tilleuls, ce moulin a été fondé au XIIe siècle par les moines de l'abbaye de la Charité. Oui, c'était un bon meunier, mais malheureusement, il ne peut plus. Pourquoi? Ben, je suis en retraite. Hein. Mais enfin, écoute, Robert, raconte pas de conneries. Ben oui, si. Robert, tu as été le premier et le meilleur meunier de la Haute-Saône. De complet. Depuis 1995, le doux ronronnement de la meule a cessé, contre la volonté du meunier qui aurait souhaité sauvegarder ce patrimoine pour les générations nouvelles. Non, mais j'étais meunier, moi. De père en fils. Mon père était meunier, ma mère aussi. Enfin, ma mère, elle a fait le moulin, oui. On a beaucoup travaillé. Remettre en route un moulin comme ça, c'est... Il faut des 6 mois de nettoyage, hein. Il a fallu que j'arrête, je laisse tout. Vous voyez, le moulin est resté tel qu'il était. Tel que je l'ai arrêté. Et rien touché. Je peux vous montrer à Thierry.
3 turbines. Alors, c'est des dents en bois. Il y a 102 dents en bois. C'est pour ça que la turbine, elle ne fait pas de bruit. Le ronronnement du moulin est toujours pareil. C'est un doux ronronnement. Ça fait dormir. Mais... Vous voyez la chute? Regardez un peu la chute. On a 2 mètres de chute là. Les modifications faites sur les cours d'eau en amont du moulin condamnent son exploitation. C'est une rivière naturelle, la Romaine. Et puis alors, ils sont trompés, ils ont voulu changer, je ne sais pas quoi au-dessus. Et ils ont élargi le bras de déversoir. C'est ça qui tue. Il fallait garder les rivières comme elles étaient avec les méandres. Le canal de décharge au moins. C'est terrible. Je crois toujours qu'il va tourner. J'aime le monde, mais à mes heures, je suis touché parce que le moulin, c'était mon dada. C'était pas mes chevaux, les dadas. J'aime tout le monde. J'aime tout le monde, j'essaye de faire le bien pour tous. Moi, j'aime le monde, c'est surtout ça. Monsieur Mariotte, c'est un homme qui participe à toutes les manifestations. Il aime à discuter, à sympathiser avec tout le monde. C'est quelqu'un qu'on aime bien. Ce sont des personnages sympathiques de la région et du secteur. Tiens, voilà le peintre des montagnes. Voilà le machin de farine. C'est quand même pas pareil que le charbonnier, il travaille dans le blanc, puis moi dans le noir. Salut ma vieille. Ça va-tu? Ça va. On va bien. Je suis content de vous voir. Moi, c'est pas de la farine que je fais du charbon, moi. Ah oui, c'est bien. Mais tu sais. Comment va la meunière? Oh, la meunière, elle va bien, mais elle n'est pas vers moi. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est trop fort. Donc tout le village s'est mobilisé pleinement et est très attaché au patrimoine de Fresnes-Saint-Mamès. Et ce sont les habitants du village qui se sont transformés en anciens artisans et puis disons qui ont montré le savoir-faire de l'époque. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse mobilisation et c'est vrai que les gens de Fresnes sont attachés à leur patrimoine. Pas plus pour le pain. Et parce qu'il y en a combien qui ne savent pas ce que c'est que de faire du charbon sous terre. J'en ai vu un tout à l'heure, enfin, à Fresnes, là. Il me dit que c'est de tas de cailloux là. Il dit, elle est pas mal, celle-là. Si c'est pas un tas de cailloux, c'est un tas de charbon. Mon père était charbonnier toute sa vie. Moi, j'ai resté dans le bois jusqu'à 17 ans, braqué dans le bacuc, ça s'appelait, dans le bois. Et puis, j'ai appris comme ça. J'ai appris à faire le charbon. J'ai resté jusqu'à 17 ans dans le milieu des bois. Avec les chênes et puis les arbres qui me regardaient. Il n'y avait pas d'autre chose. Puis des sabots à bottes. Hein? Et puis quand j'étais jeune, ben, les sabots à bottes me faisaient trop mal au coup de pied. Ben, je les enlevais puis je marchais à pieds nus. Et puis des culottes toutes déchirées. Ben, on marchait presque cul nu. Je marchais à pieds nus dans la neige. J'ai resté jusqu'à 25 ans sans voir de médecin. Pas d'Ival? Quand j'ai mal à la gorge, n'importe quoi, je me foutais dans la fumée. J'étais dans la fumée. Le lendemain, j'avais plus mal. J'étais guéri. La fumée de charbon. Et puis il y en a qui disent, ben, ça pue. Mais non, c'est pas vrai. Là, la fumée de charbon, c'est très sain. Tant que je pourrais faire du charbon, eh ben, j'en ferai encore. Pour faire plaisir aux jeunes qui ne savent pas ce que c'est. Ah ben, Monsieur Jacques, c'est un homme que j'aime particulièrement. C'est un peu comme un second père pour moi. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup et je le remercie beaucoup au niveau de cette fête parce que c'est un personnage qui a déjà plus de 70 ans et moi je trouve que c'est très bien qu'un homme de cet âge-là, il nous apprenne quelque chose. C'est un homme que j'aime beaucoup. Ben, il y en a plus guère des comme moi. Il y en a plus guère, c'est eux qui chantent des fois. Quand on s'aime bien tous les deux, la vie semble plus jolie. Toutes les peines s'oublient. Quand on s'aime bien tous les deux, qu'il importe nos airs méchants,
Et nos soucis de chaque jour, en moi tout rayonne et touchant, quand tu viens me parler d'amour. Adieu tous nos petits chagrins, ta voix me berce et me console, au rythme d'un joyeux refrain. Fauvette et pinsons, dans tous les buissons, n'ont pas de plus belle chanson.